Alexander Zverev qui écarte avec autorité Rafael Nadal chez lui malgré un arbitrage maison, les dernières annonces de la FFT qui laissent penser à un copinage honteux, c'est le programme de votre nouveau digest madrilène. Installez-vous confortablement, mettez-vous un petit café en backup, on attaque immédiatement avec le côté réseau. Et on attaque ce côté réseau avec la stat du jour, une stat signée Jeu7 et Maths, le nombre de matchs remportés sans se procurer la moindre balle de break hors abandon. Regardez-moi ce trio de tête, un trio de poètes, Ivo Karlovic en tête avec 14 matchs, John Isner 10 rencontres et Milos Raonic 4 matchs. Alors comme vous pouvez vous imaginer, c'est surtout les gros serveurs qui ont tendance à remporter des matchs sans se procurer la moindre balle de break. John Isner d'ailleurs qui a fait un excellent tournoi de Madrid cette semaine, qui était à 2 doigts d'ailleurs de battre Thiem cet après-midi. John Isner qui va quitter dès lundi le top 30, c'est la première fois dans le classement ATP qu'il n'y a aucun américain qui se situe dans le top 30. C'est un peu la déchéance du tennis américain, mais peut-être aussi bientôt la déchéance du tennis français, on en parle dans quelques instants. Car oui, le tennis français à la tête de la FFT vient peut-être de se rendre coupable d'un certain copinage. On regarde cette information sur proposition de Nicolas Escudé, directeur technique national par intérim, et en concertation avec Arnaud Clément, vice-président pour le haut niveau. Paul-Henri Mathieu est nommé directeur du haut niveau de la FFT, un poste qu'il occupera à partir du 10 mai prochain. Alors est-ce qu'on serait pas dans une espèce de France 98 style ici? En plus, on se souvient qu'il y avait eu des critiques par rapport à Bernard Guidicelli, soi-disant le roi soleil du tennis français, et là on voit avec Gilles Moreton un peu un homme de paille pour pouvoir réunir la grande famille du tennis français. On se retrouve dans une situation où on met un petit peu les copains dans les postes haut placés. On est aussi dans une question qui est où est la compétence, où est l'expérience? Est-ce que Paul-Henri Mathieu a vraiment cette qualité pour pouvoir devenir un directeur de haut niveau de la FFT? Qu'est-ce qu'il va apprendre aux jeunes joueurs, si ce n'est peut-être perdre en ayant des balles de match, peut-être? Plus sérieusement, la situation elle est assez dramatique dans le tennis français depuis plusieurs années. C'est un tennis français qui est en crise, qui ne forme plus de jeunes champions. Regardez la relève dans le tennis français, il y a absolument rien du tout. Il y a Cazot, il y a Maillot, mais sinon c'est le désert. Hugo Humbert, le futur porte-étendard du tennis français, bon, c'est peut-être un top 15 maximal, donc il y a une vraie crise aussi au niveau des licenciés. On est passé maintenant largement sous le million. Est-ce que ce type de réunion consanguine peut vraiment porter le tennis à un très très haut niveau et le redresser? Ça vraiment je me pose la question et je vous laisse en débattre dans les commentaires. Et si c'était seulement ça, une autre nouvelle, alors j'espère que c'est une fake news, vraiment vivement, la Fédération Française de Tennis se doterait d'un nouveau consultant en matière de communication et ce serait le journaliste Lionel Chamoulot, ancien commentateur de tennis à la France Télévisions tout simplement. Alors là, quand j'ai lu cette information, je me suis tapé des gigantesques barres. Est-ce que c'est sérieux qu'on appelle Lionel Camoulox à la communication de la FFT? Est-ce que vous pensez pas qu'il serait temps de rajeunir un petit peu les cadres, aussi peut-être embaucher des personnes qui connaissent Twitch, qui connaissent YouTube et qui connaissent les réseaux sociaux, plutôt que des vieux croulants qui sont pas loin de la retraite? Je me fais du grand souci pour la Fédération Française de Tennis et il serait peut-être grand temps d'embaucher des jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on enchaîne, si vous le voulez bien, avec le coin tactique. C'est la sensation de cet après-midi. Alexander Zverev a battu Rafa Nadal chez lui, malgré un énorme fait de jeu. On va commencer par ça, avant de basculer vers davantage de tactique. Ici, vous voyez Alexander Zverev au service, une seconde balle qui va sortir de quelques centimètres, certes, mais Rafael Nadal va jouer le point, va sortir sa balle de son côté, va marcher tout tranquillement vers la marque, va l'entourer et va challenger. Donc l'idée maintenant, c'est que tu as 20-25 secondes pour aller challenger. Je trouve que c'est absolument abusé, surtout qu'il n'y a aucune cohérence par rapport à tout ça dans le tennis de haut niveau. On voit bien que certains arbitres, parfois, sur certains matchs, ne laissent pas certains joueurs challenger après avoir frappé un coup, d'autres le font, donc il y a un manque de cohérence absolue à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'il y a un arbitrage maison pour Rafael Nadal chez lui à Madrid? Je vous laisse vous poser la question tout simplement. Un autre point très important à mon sens, c'est l'horloge pour servir. On a vu parfois 10, 12, 15 secondes après la fin d'un point pour laisser à Rafael Nadal le temps de se préparer, de préparer sa routine. Ça, c'est quelque chose que je déplore depuis des semaines, des mois, des années même. Je me suis amusé d'ailleurs depuis le début de semaine à calculer le temps que prend Rafael Nadal au service entre chaque point et c'est systématiquement entre 25 et 30 secondes. Donc si on a un règlement, appliquons-le tout simplement et ne pratiquons pas d'arbitrage maison. Alors certes, on a eu un arbitrage maison qui a d'ailleurs requinqué Zverev qui s'est un petit peu énervé vis-à-vis de l'arbitre et ça l'a remotivé, ça l'a relancé. Et juste après un break de Nadal ici qui va basculer à 4-2, on va se retrouver à 6-4 pour Zverev. Alors quelque chose que Nadal a très bien fait en début de match jusqu'à la moitié du premier set, ce sont ces longs revers bombés qui ont très bien fonctionné au départ et donc Zverev a eu du mal à s'appuyer sur ces balles un peu neutres, un peu molles, des moonballs. Donc ça encore une fois un Rafael Nadal très fort au niveau de la tactique, c'est vraiment un maître tacticien sur la surface. Donc c'est une technique
technique qui a fonctionné pendant un certain temps, mais au fur et à mesure de la rencontre, Zverev s'est réglé et a aligné les revers diaboliques. Une statistique hyper importante à noter pour vous si vous avez raté le match, 0 coup droit gagnant dans le premier set pour Rafa Nadal. C'est une statistique absolument étonnante, et donc on a vu un Nadal qui a eu beaucoup de mal à installer son jeu, à être agressif, offensif, et ça c'est en grande partie à cause d'Alexander Zverev. Si vous avez regardé la vidéo d'hier, je vous expliquais que je voyais Sacha s'imposer en 3-7 sur cette rencontre. Une des raisons pour lesquelles je croyais vraiment en le jeune Allemand, c'est sa capacité à creuser des tranchées, notamment en diagonale revers. Ici vous voyez donc Rafa qui attend en plus une attaque sur cette zone, mais qui va être complètement désarçonné. Ça c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très bien, un peu à la Soderling d'ailleurs, de frapper très fort à plat dans la diagonale, ça enfonce votre adversaire, et Rafa on le connaît maintenant qui a des difficultés à défendre. On a vu un Sacha qui s'est précipité à la volée, qui a montré une palette très complète, et c'est un joueur aussi, malgré son 1m98, qui se déplace très bien dans la largeur sur terre battue, qui est bon en glissade, un joueur en fait très complet, mais qui parfois pêche par inconstance. Ici il était extrêmement motivé, surtout à partir du fait de jeu que je vous ai montré il y a quelques instants, donc on a vu un grand Sacha Zverev aujourd'hui, et un Nadal a vraiment emprunté. Un autre élément décisif pour la victoire de Sacha Zverev aujourd'hui, ça a été sa capacité à se jeter vers l'avant, à couper les trajectoires, et aussi à profiter, mine de rien, du positionnement très reculé de Rafa. On le sait maintenant depuis des années, il se positionne très loin en retour de service, avec cet objectif d'aller trouver une zone très bombée, très longue sur le retour de service, trouver ce fameux rectangle magique. Le problème c'est que quand la balle arrive dans le carré de service, vous êtes à la merci d'une attaque, vous êtes à la merci d'un chip and charge ou d'un service volé. Donc Sacha Zverev a réussi à bien mixer, il a remporté quasiment 3/4 de ses points à la volée, alors que c'est pas forcément un très grand volleyeur. Donc il a été impeccable aussi au niveau mental, pas forcément que au niveau de l'exécution. Il a réussi à bien tenir. On pouvait se demander parfois que t'arrives à 30A sur un jeu important, est-ce que tu vas faire une double ou quelque chose comme ça. Alors il y a eu un petit peu d'intox de la part du public madrilène, mais l'Allemand a tenu et sa victoire ne souffre d'aucune contestation. Alors je sais qu'il y a beaucoup de fans de Rafa Nadal sur cette chaîne, et certains vont me dire, j'en suis sûr dans les commentaires, oui mais tu comprends monsieur Volé, c'est Nadal qui a fait un mauvais match, s'il jouait à son meilleur niveau, eh bien il aurait concassé Zverev. Mais attendez, c'est surtout Zverev qui a empêché le Mallorquin de déployer son jeu. Ici on voit donc l'Allemand en train d'organiser une petite amortie qui va faire mouche d'ailleurs. Donc ne nous trompons pas, c'est majoritairement la performance de l'Allemand qui a empêché Nadal de déployer son jeu, de prendre confiance. Après, certes, le service n'a pas répondu présent, le coup droit aussi forcément dans le premier set, on en a parlé il y a quelques instants, donc c'était un Nadal un peu timoré, mais sur le tournoi de Barcelone par exemple, il avait réussi à passer contre Ivashka, il avait réussi à passer aussi contre Nishikori en jouant moyennement, mais là contre un joueur comme Zverev qui a tenu en plus mentalement, eh bien ça n'a pas passé. Je pense qu'il faut d'abord louer la performance de Zverev avant de tirer à boulet rouge sur Nadal, et aussi se dire que le Mallorquin est vulnérable de plus en plus sur sa surface fétiche. Et on enchaîne avec la reco du jour et le match à ne pas manquer demain, la demi-finale entre Zverev et Thiem, une demi-finale croustillante malgré l'absence de Nadal. On aurait peut-être aimé voir un Thiem Nadal, ce sera Thiem Zverev. 8-2 dans les oppositions entre les deux joueurs, 2 victoires pour Zverev, alors une à Pékin en 2016 qui ne nous intéresse pas beaucoup, mais surtout en 2018 à Madrid, 6-4, 6-4 pour Zverev qui s'épanouit dans ses conditions de jeu, qui adore jouer à Madrid, il l'a encore répété au micro après sa victoire contre Nishikori. Alors pour Thiem, l'un des objectifs ça va être de faire travailler Zverev, de le forcer à défendre, de l'empêcher de déployer ses ailes et déployer son jeu. Une des grosses interrogations pour la rencontre, c'est l'état physique de Thiem. Où est-ce qu'il se situe après ces longues semaines de pause? Est-ce qu'il va réussir à relancer la machine après un combat quand même assez âpre au niveau mental contre Isner? Je donne quand même un avantage pour Thiem dans cette opposition. Allez, disons une victoire de l'Autrichien en 3 manches. Et si jamais vous n'en avez pas eu assez avec ce digest, si c'est possible, je vous donne rendez-vous immédiatement après la fin du dernier quart de finale aujourd'hui. On fera un débrief des rencontres de la journée avec vous, avec le chat, et aussi les pronostics pour demain. Et sinon, bien sûr, on se retrouve demain pour un nouveau digest. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous.